Bonsoir tout le monde et bienvenue pour la dernière partie de la FAQ. Nous allons arrêter la FAQ pour ce live-là. Je crois qu'il y aura eu assez de discussions sur les sujets de l'année, et même de discussions sur le cinéma. Je crois que j'ai un enregistrement, d'un peu plus de 12 heures. Vous ne trouverez nulle part ailleurs des FAQ qui durent plus de 10 heures. Il n'y a que ici. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien commencé l'année. Je vous en prie, bien encore une fois, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien et j'attends évidemment vos questions, la dernière salve de questions. Et si ce n'est pas le cas parce que vous n'en avez pas, moi j'ai quelques petits sujets que je me suis gardé encore un petit peu dans la besace. J'ai cru entendre dire que Lato déteste le public français car il nous voit comme des chauvins. Oui, enfin, les Japonais ne parlent pas beaucoup du monde à l'extérieur de leur île, donc ce serait un peu curieux qu'ils nous traitent de chauvins. Car ils se foutent de la gueule des combats de monstres, tu es surpris? Bah, c'est sûr, s'ils prennent un gosse de 16 ans et disent « les monstres, ça... !» Ouais, on se demande sur quelle étude ils ont fait ça, hein, mais bon. Le cinéma japonais actuel, à part dans l'animation... c'est compliqué, hein. Mais après, bon, ça me surprend ce que tu dis. Lato déteste le public français. Je crois que le Japon, généralement, les gens qui créent des mangas et des animés, ils savent très bien qu'en France, on aime beaucoup, mais genre beaucoup ça. Hein, et je crois de mémoire qu'en France, on est des énormes consommateurs de mangas. Hein. Donc, je pense les maisons d'édition au Japon, ils savent très bien qu'ils aiment beaucoup la France pour notre envie de découvrir, de prendre les histoires japonaises. Hein. Donc bon, peut-être Lato, c'est peut-être les seuls à trouver que le public français a un problème. Hein, parce que je pense que le reste, ils doivent plutôt bien nous aimer. Hein. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Anatomie d'une chute? Je dirais pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que je ne saisis pas peut-être l'engouement de l'avoir vu en salle, de se dire que c'est nécessaire de voir le film en salle. Autrement que bien sûr vouloir mettre en avant, en apportant un soutien financier, un type d'histoire comme ça. Je trouve que le film n'a rien de cinématographique, au point de venir se déplacer en salle, juste pour... la beauté de l'art. Le film a je trouve, il y a un plaisir à voir le décortiquage d'une enquête et le décortiquage de la vie de couple. Après, j'ai l'impression que le montage n'était pas particulièrement audacieux. Tout le monde joue très bien, mais au final, j'en ai pas retiré grand-chose en fait du film. Donc il ne s'agit pas de pas aimer, mais il s'agit de passer son chemin. Ce n'est pas un film qui hante, ce n'est pas un film qui va me marquer, ce n'est pas un film qui va rester en mémoire, donc je vais l'oublier assez rapidement par rapport à l'engouement qu'il y a eu quand même autour du film. Après, peut-être que c'est aussi un engouement dans un flux d'actualité, c'est-à-dire que les gens qui ont peut-être eu de l'engouement pour ce film-là, ce sont des gens qui ont été assez frustrés dans l'année de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas aimé. Et au final, l'Anatomie d'une chute était arrivée comme ça, pouf, et ça a été au bon moment. Là où moi, je regarde des films de tellement de décennies différentes et tout ça, que moi, je ressens pas l'envie de célébrer ce film-là. Parce que j'ai vu mieux juste avant, ou je ne suis pas frustré cinématographiquement dans cette année, pas parce que j'ai vu d'autres choses. Donc, en gros, Anatomie d'une chute pour moi, c'est oui, ok, au revoir. Et je n'ai rien trouvé de si ingénieux que ça dans le film, dans le déroulé cinématographique du film, dans le montage. Monté, normalement, il n'y a rien de tout d'un coup. Oh là là, la scène, elle est dingue. Non, rien de plus en fait. Ce n'est pas si exceptionnel. Ça me semble pas exceptionnel. Ça me semble fait d'une façon qui est, semble toute logique. Le gamin qui est justement malvoyant, il est dehors et tout d'un coup, il tombe et il touche quelque chose qui est par terre dans la neige et c'est son père. Bah oui, ça paraissait logique. C'était pas une question, mais c'était plus quelque chose que j'avais vu passer sur Twitter. Il y avait Antoine Goya sur Twitter qui disait un truc tout bête vis-à-vis de certains films. Tout acteur qui pleure à l'écran vole l'émotion au spectateur. C'était une phrase qui était intéressante à décortiquer, c'est-à-dire qu'une situation où quelqu'un est en train de pleurer inciterait le spectateur à pleurer.
inciterait peut-être un petit peu trop fort. C'est une notion qui est intéressante parce que ça montre un peu le diktat des fois de la mise en scène qui surligne ce que doit ressentir le spectateur. On peut dire la même chose avec les musiques à violon dans la liste de Schindler. Vous voyez ce que je veux dire. Mais tout acteur qui pleure à l'écran vole l'émotion au spectateur. C'est compliqué parce qu'on a quand même besoin à un moment d'avoir une réaction crédible à ce qui se passe. Si l'acteur dans la scène, tous les éléments convergent vers un moment de fragilité où il doit exprimer ce moment de fragilité en pleurant, ce serait curieux qu'on ne l'ait pas, sous prétexte que le spectateur pourrait pleurer à sa place. Oui, en effet, c'est instantanément devenu un mème. Mais ça, c'est d'une façon beaucoup plus globale aussi. Hein. Je me souviens en fait de Samir de Microciné et de Thierry qui parlaient dans leur émission Reflet d'une scène de Sound of Freedom. Donc là, le film sur la traite des enfants, l'esclavage des enfants, esclavage sexuel. Et il parlait aussi de ce cas-là, vis-à-vis de cette petite fille, où on instrumentalise les enfants. Bon, sachant que tous les deux, c'était des enfants qui jouaient déjà, hein, qui jouaient bien avant le film, pour l'une d'elles. Je crois que c'était la fille qui avait joué pendant plusieurs années, hein, c'était pas une petite débutante et tout ça, donc c'est quelqu'un qui est formé pour jouer. Et ce serait quand même curieux que dans des situations de panique, des situations de tristesse, que la personne ne pleure pas. Ce serait illogique dans un déroulé interne à la scène. Donc pour moi, ce serait... en fait, moi ça me fait penser aux scènes, et ça avait été mis en avant dans une réponse sur Twitter, une scène où on a un plan de Shame, vous savez le film avec Fassbender qui est un addict sexuel, et le plan de J'ai rencontré le diable, où les deux héros sont quasi face caméra, ils sont en train de pleurer. En cela, ces scènes, dans les deux cas, ce sont des hommes qui craquent, et ils commencent à pleurer. Et ça peut indiquer au spectateur, mais dans ces deux cas-là, je trouve, ce sont des cas où les personnages principaux ont des vices. Et je trouve que c'est pas un moment où tu es censé partager une émotion grave au même titre que le personnage principal. On va avoir un spectateur commun, on va dire qui est standard, va-t-on dire, qui n'est pas un addict sexuel et qui n'est pas un tueur qui découpe les gens et qui n'a pas une envie de vengeance vis-à-vis du criminel qu'on voit dans J'ai rencontré le diable. Donc dans les deux cas, on ne peut pas approcher la fragilité et la tristesse de ces deux personnages. Et en cela, tu ne peux pas pleurer comme eux. C'est des personnages hors normes, ce sont des marginaux. Et je trouve ça très difficile de se dire « Ah bah là, c'est la séquence où il pleure et où le spectateur va pleurer avec. » Non, dans aucun des cas. La situation est trop extérieure, je trouve. Elle est trop particulière pour créer une empathie au point qu'on veut justement qu'il y ait assez de connivence pour que les deux acteurs pleurent et que le spectateur les rejoigne. Là où, encore une fois, Schindler, ça se joue sur un rapport plus de rapport humain en fait, tout simplement, et l'idée de sauver des gens. Et ça on connaît beaucoup plus, sauver des gens. Et quand Liam Neeson dit j'aurais pu en sauver plus, avec l'histoire que nous connaissons, la fragilité des Juifs et tout ce qu'il a pu faire pendant tout le film, là ça fonctionne. C'est beaucoup plus palpable, les émotions. Parce que bon, l'addiction sexuelle, c'est un truc déviant quand même, hein. Et c'est pas spécifiquement décortiqué dans le film, je trouve, dans Shame. Donc à la fin, quand il craque sous la pluie, dans ce plan de fixe, c'est pas facile de voir tout le cheminement qui amènerait à l'émotion du spectateur, je trouve. Et puis, bon, Antoine Goya dit ça, mais vous inquiétez pas qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui lui ont rappelé « Ah, bah tiens, Dreyer dans La Passion de Jeanne d'Arc, ah là, tout d'un coup, Jeanne d'Arc qui pleure, là, non, ça vole l'émotion au spectateur et tout ça. » Non, c'est de la connivence. On cherche de la connivence. C'est pas un mal. Après, chacun voit son degré de connivence et son exigence. Clairement, Nathalie Portman qui se fait raser en train de pleurer, c'est une connivence de base. Mais il y a des pleurs, comme la pleure de la Passion, justement, dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, c'est plus travaillé, en fait. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins évident.
Et donc il y a de l'exigence aussi. Donc, c'est encore une fois en fonction de la culture, en fonction de l'éducation, qu'on peut craquer. Dans le cas, évidemment, où on a quelqu'un qui pleure à l'écran. On peut pleurer dans plein de situations où les gens ne pleurent absolument pas à l'écran. Hein, on est d'accord. Ou en fin de film ou tout ça. Mais là, vraiment, dans le cadre spécifique d'une scène où il y a un homme ou une femme, ou qui que ce soit, qui pleure à l'écran. Mais bon, c'est... Après, encore une fois, c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de relayer trop de choses de Twitter. C'est que, voilà, c'est des fois des absurdités pour faire de la provocation et générer du flux. Hein. Mais bon, quand les gens sont désespérés à ce point-là, faut essayer de pas trop les écouter. Isoid, tu me dis, salut, juste pour te dire, j'avais découvert le Limbo, ah oui, le Limbo, le film en noir et blanc, d'abord sur cette chaîne 6 mois plus tôt, avant la sortie. Oui, il a été sorti un peu en décalé par rapport à la sortie française. Ben merci pour les découvertes. Ben écoute, merci à toi d'avoir regardé, d'avoir été aussi curieux pour cliquer, pour regarder. Tiens, c'est quoi cette miniature avec cette image là, hop, et tu te rends compte que le film il est pas si mal. Après, bon, il y a une comment dire, un prix à payer, c'est que voilà, tu fais pas de vue et tu peux t'enterrer littéralement, tu peux enterrer la chaîne. Moi là, j'ai l'impression d'avoir enterré ma chaîne avec le flux de Mars. Mais encore une fois, là, il faut voir à l'échelle individuelle s'il y a des gens. Et c'est pour ça que je dis souvent merci pour les commentaires, parce que les commentaires sont concrets. J'ai l'impression que concrètement, il y a des gens qui voient les vidéos. Là où les stats, c'est toujours très vaseux, on se demande si la personne elle a vu toute la vidéo ou non, tout ça. Mais dès que je vois un commentaire, c'est tout d'un coup une vraie confirmation que quelqu'un a vu, que quelqu'un a pris en considération ce que j'ai dit. Quitte à qu'elle soit pas d'accord et on en discute, hein. Mais c'est toujours plus rassurant d'avoir la validation en commentaire que quelqu'un a vu, que quelqu'un a commenté, que quelqu'un a découvert grâce à la vidéo ou à cause de la vidéo. Mais oui, écoute, merci à toi de l'avoir vu et d'avoir découvert Limbo, parce qu'il y a de très bons moments dans Limbo. C'est un film très dur, très cruel, mais il y a des moments vraiment vers la fin qui sont... Enfin, je vous ai montré un tout petit passage dans le film Limbo. C'est terrible. Il y avait David The Film Talker qui avait dit sur Twitter, qui avait posé une question, et c'est vrai que c'est juste de se la poser. Après, bon, moi je l'avais déjà résolu cette question, mais c'est par principe. Peut-on être cinéphile sans devenir nostalgique ? Une partie de la cinéphilie, c'est regarder vers le passé pour l'apprécier. C'est l'accumulation de films qui ont marqué notre jeunesse, notre enfance. Cinéphile serait automatiquement quelqu'un de nostalgique. Un état nostalgique dans notre vie n'est pas forcément nostalgique d'anciens films. On sait faire la part des choses. La rengaine, vous savez que c'était mieux avant, mais que j'entends depuis au moins 10 ans ou 15 ans. Peut-on être cinéphile sans être nostalgique ? On est issu de son époque, donc il y a aussi des choses auxquelles on tient issues de notre époque, et on voit des choses qui se transforment. On est contre le changement. Certaines fois, certains changements, on est contre. Il ne s'agit pas d'être nostalgique bloqué, hein. Moi, je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un de nostalgique, mais je saurais tout à fait défendre les points forts de la période dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai vécu quand j'étais petit. Être cinéphile, est-ce que c'est automatiquement être nostalgique ? Non, puisque c'est encore une fois une affaire de génération. Il y en a qui sont nostalgiques de plus anciens encore. Mais quand on commence à balayer les décennies, on se rend compte que chaque décennie a d'extrêmes points forts, quels qu'elles soient. Et qui plus est, pour le cinéma, où les choses se complexifient au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il y a de plus en plus de paramètres qui rentrent en compte. Le cinéma primitif est très beau parce qu'il est pur, il est très simple, il y a très peu de choses qui se passent à l'écran. C'est en cela qu'on parle de cinéma primitif ou de cinéma des premiers temps. Et peu à peu, le cinéma se complexifie et on peut aimer cette pureté. Et maintenant, on est sur des cinémas où il y a énormément de choses à prendre en compte, à l'image. Et on est exigeant, parce qu'on a vu beaucoup de choses avant. Être nostalgique d'une façon de faire, il se peut que ça soit ça aussi. Mais encore une fois, on peut être nostalgique d'une façon qui n'est même pas issue d'une décennie qu'on a vécue. Alors ce n'est même pas de la nostalgie là.
C'est aimer une autre décennie, quoi. Mais on pourrait même pas dire qu'on est nostalgique. On est nostalgique d'une période qu'on a vécue. Si moi je peux pas me dire être nostalgique des années 60, ça n'existe pas. On est nostalgique dans notre façon d'avoir vécu vis-à-vis des années 90, dans mon cas. 90, début 2000. Mais vis-à-vis du cinéma, j'ai vu des films formidables des années 60, quoi. Je suis pas nostalgique des années 90. Il y a des belles conneries dans les années 90. Hein. Il y a autant de quotas dans les années 90 qu'aujourd'hui, en termes de ratio. Hein. Aujourd'hui, on fait plus de choses, mais en termes de ratio, il y a les mêmes débilités, quoi. Et ce sont des vagues. Nous connaissons aussi l'histoire de périodes et de vagues avec certains acteurs, certaines façons de faire, et on sait très bien qu'on passe à autre chose après. Donc au moment où on sait que ce sont des vagues de films, influencés par l'histoire et tout ça, bon, la nostalgie, elle part un petit peu. Après, oui, il y a toujours des films qu'on aime bien quand on est enfant et en adulte, on a beaucoup de plaisir à les revoir, mais tout ça, ça se tasse. Moi, Jurassic Park, c'est fini, hein. Hook peut-être me ferait un peu d'effet, mais j'en doute fort. Batman le défi me fait encore beaucoup d'effets, mais c'est des choses très très spécifiques. Je peux pas être nostalgique d'un cinéma entier des années 90. Et c'est souvent des cinémas américains. Hein. Moi, les années 90 en Afrique, je sais pas ce qui se fait. Je suis sûr qu'il y a des trucs de fous qui se sont faits. Donc c'est encore très très fragmenté tout ça. Hein. Donc bon, cette question de la nostalgie, c'est une nostalgie de ce qui se passe dans notre rue, mais pas plus, quoi. Donc bon, on peut pas vraiment dire nostalgie, quoi. Tout ça, ce sont des postures, hein. N'oublions pas ça. C'est important de le dire. C'est de la posture, et c'est une fausse question. On se pose pas la question. Si on a une cinéphilie qui tend à être équilibrée, cette question ne se pose même pas. Mais on peut avoir, Sociorama, on peut avoir une nostalgie, mais après, dans le film même, juste cinéma, si tu vois beaucoup de choses, tout ça part en éclat en fait. Je peux pas concevoir qu'on soit nostalgique juste d'une portion de cinéma, d'une portion de décennie. Enfin, c'est très 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 réducteur, quoi. Ou alors c'est juste quelqu'un qui n'a rien vu. Enfin, on peut être nostalgique facilement. Oui, si on ne cherche pas à regarder un peu autre chose, on ne resterait que cloisonné dans sa portion en fait. C'est en cela que le mot cinéphile est important. Et un cinéphile, c'est quelqu'un qui essaie de voir plus, en fait, que ce qui est devant lui. Et à ce moment-là, en fait, la nostalgie vole. Elle n'existe plus. Si tu commences à voir des films de tous les pays, de toutes les décennies, la nostalgie disparaît. Il y a quelques films que t'aimes bien, qui sont des films de chevet, des films qui t'ont formé, c'est tout à fait normal, ça. Mais la nostalgie, je pense qu'elle vole en éclats, hein. Le seul cinéma intemporel et le cinéma expressionniste, non, il est temporel, le cinéma expressionniste. Il est temporel parce qu'il témoigne d'une angoisse d'époque. Et il est d'autant plus temporel quand tu as les autres arts qui se sont exprimés. Il est au contraire extrêmement temporel, ne serait-ce que techniquement. Faut pas ignorer la technique comme si c'était c'était hors. Non, ça fait partie du film. C'est temporel. Alors on pourrait toujours dire oui, c'est intemporel si tu enlèves ça. Ah bah oui, bien sûr, si tu enlèves la moitié des éléments qui font un film, oui, alors tout est intemporel, pardon. Donc non, à un moment, non, il faut prendre le film aussi pour son entièreté. Ces films sont temporels, ils sont très spécifiques à une période. Je crois même que on peut dater l'expressionnisme au film près. Moi, je le daterais, alors je sais qu'il y en a qui le datent de plus loin, mais moi, je le daterais de l'étudiant de Prague de 1913 à le testament du docteur Mabuse 1933. L'étudiant de Prague, les gens diraient plutôt Caligari et le golem, mais bon, là, ça, c'est en fonction de chacun le départ. Hein. Moi, je dirais l'étudiant de Prague. Dès qu'il y a le double, là, il y a quelque chose qui se crée, en fait. Et dans l'étudiant de Prague, ça joue sur le double. Avec le miroir et tout ça. Elle est datée parce que c'est un sentiment qui est lié à l'histoire de l'Allemagne. Elle est datée parce que c'est une façon de faire. Elle est datée aussi parce que il manque des choses. Il manque notamment le son. L'idée d'intemporel, chef-d'œuvre intemporel, c'est des notions, c'est très très compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il y en a très peu en fait qui sont considérés comme intemporels. Mais parce qu'on omet aussi certains paramètres, qui sont souvent des paramètres purement techniques du cinéma. On parle souvent de 2001, l'Odyssée de l'espace est intemporel. Il est temporel aussi. Il est très ancré dans le temps. Certains disaient même qu'il était un peu en avance. En cela, je dirais qu'ils n'ont pas totalement tort. Il y a certains moments qui sont intemporels, mais jusqu'à ce qu'ils le soient. Ils sont intemporels parce qu'on a l'impression que
ça parle aussi bien à l'époque que maintenant, mais dans 50 ans, on aura fait beaucoup d'avance sur l'IA et on trouvera que l'IA de 2001 d'Odyssée de l'espace est limitée en fait. Et donc il est temporel. Donc une mise en scène universelle, ce serait presque un plan fixe sur du blanc en fait. Et ça existe. Hein. Il y a des films expérimentaux où on te filme juste du blanc et du noir. Et c'est tout. Là on peut dire que c'est un film qui est intemporel, parce qu'on y projette ce que l'on veut. Mais là, ce sont des films d'arrêt d'essai, hein, ou des films des années 70, des films expérimentaux des années 70. Jurassic Park me semble intemporel, mais c'est un film de mon enfance. Ah ben, c'est lié aussi à l'adoration qu'on peut avoir pour Jurassic Park. Mais le film est temporel parce que on y traite de la famille, et dans les années 90, on a eu un retour sur les films de famille très très important. On est aussi sur un film temporel parce que on a l'animatronique et les effets spéciaux qui se battent en duel dans cette période-là. Ça commençait à arriver. C'est un film temporel par les mouvements de caméra. C'est un film temporel pour le traitement des couleurs et le tournage tel qu'il est. Il y a certains films qu'on peut dater juste en regardant l'image, parce que le grain de l'image, parce que l'étalonnage. Il est clair que les films tournés de nuit dans les années 90 avec des filtres et tout ça, ça se voit clairement que c'est issu des années 80 ou 90 par rapport aux années 2000, où on met des filtres beaucoup plus forts en couleur. Il y a plein de films où moi je sais pas exactement la décennie, je la dis au pif parce que je repère certaines choses dans l'écran, la façon dont la caméra capte la couleur de peau, des choses comme ça, et finalement je me trouve presque à être sur l'année même, à 2 ou 3 ans de différence. Des fois ça m'arrive d'être pile au bon endroit. Donc c'est temporellement... Jurassic Park est totalement... Au-delà de simplement l'âge des acteurs et tout ça, hein. Ça c'est encore plus facile, mais factuellement parlant, il est totalement verrouillable. Et après, si tu considères que voilà, les sentiments et les thèmes du film sont universels et intemporels pour toi, c'est totalement valable. Mais après, il faut aussi ouvrir ses chakras, il faut ouvrir son regard sur plein d'autres films, et tu te rends compte que Jurassic Park entre aussi dans une façon de penser, une façon américaine aussi de faire de l'action, un discours sur la famille, un discours sur Dieu et la création, des choses qui sont typiquement américaines mais dont on n'en a rien à foutre dans d'autres pays, et tout d'un coup ça te permet de resituer, et du coup le film devient moins universel mais devient américain. Donc il serait universel parce qu'il parlerait à tout le monde, oui, mais en attendant il épouse aussi une façon de voir. Cette façon de voir, elle est issue déjà de Steven Spielberg, mais aussi d'un cinéma américain. Justement, le cinéma expressionniste est compréhensible par toutes les cultures. Oh, c'est pas dit ça, mais comme la plupart des films muets dans ce cas-là. Là, c'est le principe du muet qui est universel, pas juste l'expressionnisme allemand. Qu'est-ce que j'ai marqué dans ma besace Ah bah oui, il y a une question de bonjour qui m'avait posé une petite question. Il m'avait dit, selon toi, doit-on sacraliser des manières spécifiques de concevoir et de consommer des œuvres cinématographiques ? Sacraliser, je pense que par là, il n'y a pas tant de choses qui sont sacralisées, mis à part les premières expériences, à savoir la pellicule et la salle de cinéma. Tout ce qui en est découlé après sont des versions, pourrait-on dire, réduites ou déformées. L'arrivée du numérique, comme l'arrivée de la télé, les téléphones portables, ça réduit l'écran au final. Et quand on parle de sacre ou de sacré, c'est vrai que quand on va dans une salle de cinéma, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, de l'ordre d'une vénération, de l'ordre du rituel. Moi j'aime bien utiliser ce mot rituel quand je vais en salle. Et en cela, oui, il y a quelque chose de sacré de l'ordre de la salle, mais il ne s'agit pas... c'est un lien qui peut être beaucoup plus fragile aujourd'hui, puisque ça coûte aussi de l'argent. Quand tu dois déplacer toute ta petite famille, ça a un coût. Je peux comprendre économiquement que des familles ne veuillent plus se déplacer en salle, à part vraiment avoir une bonne raison. C'est-à-dire la découverte comme ça, sur un coup de tête d'un film, c'est difficile. C'est plus difficile maintenant. C'est pour ça aussi que les salles de cinéma ont mis en place des abonnements.
des manières spécifiques de concevoir, de sacraliser. Moi, je suis pas forcément pour l'absolu practical, sachant qu'on a vu très vite les limites du practical, hein. Des limites dans la façon de tourner, des limites dans la façon d'animer, enfin, il y a une vraie limite au practical, hein. Quand tu vois, si on vous fait une petite comparaison qui est très facile, hein, c'est vous regardez Tortue Ninja des années 90, vous savez les films, hein, Tortue Ninja, et vous regardez les films là de 2014 ou 2016, je crois qu'ils sont sortis dans ces années-là, en termes de mouvement des tortues, il n'y a pas photo. Et puis maintenant, on a des côtés, on a un travail hybride. On a un travail hybride sur moi, je pense au making-of de Mad Max, là, puisque le récent a montré le bout de son nez. Il y a eu beaucoup de gens qui ont considéré que les effets spéciaux étaient affreux alors qu'ils n'étaient pas terminés, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on est quand même pas loin de la sortie du film, donc qu'ils en soient encore à « c'est pas terminé !» C'est un peu bizarre, mais bon, on laisse... on regardera hein, avec beaucoup d'attention, bien sûr. On a des choses qui ont été fabriquées avec de la sécurité, des cascades. Et après, avec le numérique, on allie tous ces petits moments, tous ces petits fragments pour créer l'image finale, qui est une hybride entre plusieurs façons de concevoir un film ou une scène d'action. Alors, Sociorama, tu m'as dit, pour Shin Godzilla, ils avaient des animatroniques à la base. Finalement, ils ont fait en numérique. Tu comprends cela, Valérian ? Je sais pas la nature de ce qui a été fait en numérique et en animatronique. Il est clair que c'est plus facile pour des gens qui font du numérique de se dire, sachant que oui, on parle de Shin Godzilla, pas du dernier, sachant que c'est beaucoup plus facile pour les animateurs et les gens qui font de la 3D de donner une illusion d'animatronique que de faire un Godzilla réaliste. Ça leur demande moins de ressources. Et finalement, le travail, il est assez impeccable. Et ben parce qu'on demande aussi aux créatures d'avoir une certaine dynamique, un certain mouvement, qu'un animatronique ou qu'un homme en costume sera beaucoup trop contraint de faire. Il y aura toujours moyen d'y arriver, mais au prix de quoi ? Ah, bah ça, on ne sait pas. Mais ça, je le saisis totalement, hein. Il y a des gens, ils testent en fait. C'est ce qu'avait dit Nolan. Je vous invite à voir la vidéo. C'était une vidéo qu'on avait postée dans les suggestions, je crois, sur le Discord. Il faudrait que je remonte un petit peu. Attendez, je vais essayer de voir. C'était une vidéo justement sur le travail en effets spéciaux. C'est de The Movie Rabbit Hole. Hole comme le trou. Qui est No CG. Qui est une émission en 4 parties. Là, il a fait la deuxième partie qui revient sur l'idée de le cinéma qui est vanté comme un cinéma du réel alors que tout est fait numériquement. Avec au passage aussi quelques attaques sur les monteurs des featurettes et des interviews qui font... qui font comment dire une mauvaise blague à Ridley Scott en lui faisant dire it's real, en montrant les images les plus CGI du film, alors que sûrement Ridley Scott disait que c'était réel pour un moment qu'on lui montrait, qui était avec de véritables choses. Donc moi ça me fait marrer, mais en même temps je trouve ça ultra malhonnête de la part des monteurs de la promo qui ont fait ça pendant qu'il était en train d'être interviewé. Mais bon, ça c'est si tu veux flinguer un réalisateur, tu fais ce genre de montage. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Pour moi, Shin Godzilla réussit très bien ces scènes spectaculaires. Si tu me dis que ces scènes sont faites en 3D, mais genre intégralement, hein, j'entends par là vraiment intégralement, que quand les bâtiments se font scinder en deux, que c'est aussi de la 3D, je trouve que c'est dans ce cas-là super bien fait. Et les Japonais ont vraiment fait un super beau boulot. Et pour le tout récent, alors là, moi, je ne sais pas du tout, j'ai pas vu le tout récent, je ne sais pas du tout la nature de comment ils ont traité le film, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça ressemble beaucoup à un film américain dans les prises de vue et le son. Il y a un véritable apport du spectaculaire, c'est pour ça qu'il a ouvert aux États-Unis Godzilla Minus One, et il a plutôt du succès, un bon succès par rapport au nombre de salles dans lequel il est. Donc tant mieux pour les Japonais, ça leur montre que regardez, on peut aussi faire un Godzilla qui vante un spectaculaire, mais avec nos principes japonais, nos scènes à nous. On verra ce que ça donnera. Je verrai bien sûr le film quand j'en aurai l'occasion. Pour moi, il n'y aurait pas de
une façon de sacraliser particulièrement, une façon de concevoir. Il faut voir par rapport à des contraintes, parce que là, c'est lié à des contraintes. Tout comme pour regarder un film, hein, c'est lié aussi à des contraintes. Après, si tu n'as pas de contraintes et que tu choisis l'un ou l'autre, ah bah là, c'est des dimensions artistiques, c'est ce que tu veux explorer toi-même. Si tu préfères explorer les conceptions 3D parce que ça te fascine, alors que tu pourrais tout à fait faire la même chose avec du practical, de façon réelle, là, c'est des choix qui sont à toi. Mais après, le plus important, c'est que la personne qui regarde le film ne soupçonne rien. Si tu veux qu'elle ne soupçonne rien. Encore une fois, il y a aussi des effets spéciaux qui se veulent voyants. Hein, Speed Racer, c'est pas du tout c'est pas du tout vraisemblable. Ça se veut être un hommage à une certaine dynamique de dessin animé, à une certaine dynamique de comics. Donc ça se montre. Et il y a énormément d'efforts qui sont faits dans ce sens-là pour Speed Racer. Je prends Speed Racer, mais ça pourrait être plein d'autres films, hein, bien sûr. Et vis-à-vis de consommer les œuvres cinématographiques, les voir, là je pense qu'il est quand même préférable de tendre à une configuration dans laquelle tu as une immersion. Et ne me faites pas croire que vous avez de l'immersion quand vous regardez sur votre portable, avec des écouteurs. Niet, que dalle. Même sur un écran d'ordi, on est très vite diverti par autre chose, ne serait-ce que par les bruits ou la lumière, ou etc. Il faut quand même être dans une bonne configuration, un bon écran avec un bon son, ce serait ce qui y aurait de mieux pour soi dans votre habitat, et bien sûr la salle de cinéma. Après, il faut bien savoir aussi ce que la salle de cinéma va apporter par rapport à une expérience qui est moindre, mais je ne serais pas de là à dire... J'aurais tendance à encenser une salle et à pousser la personne à aller voir en salle, mais je ne serais pas en train de dire si tu n'as pas vu ce film en salle, alors tu n'as pas vu le film. Ou alors c'est que tu veux créer un débat autour de la salle de cinéma, parce que finalement ça revient aux mêmes effets. C'est juste qu'en salle de cinéma, tout est démultiplié. L'acteur est beaucoup plus grand que nous, alors que quand on le regarde sur un petit écran de portable, le George Clooney, il fait peine à voir parce qu'il est tout petit. Alors que quand le George Clooney il est sur un énorme écran de cinéma, c'est la star qui t'écrase, c'est Dieu, c'est un géant. Alors ça, c'est quelque chose qui visuellement est propre à la salle et qui participe à créer des effets de sidération. Et sur le portable, tu vois pas les détails. Pour moi, l'idée de sacraliser, c'est toujours une notion compliquée et qui peut diviser, mais je tends à vouloir quand même avoir une bonne expérience d'immersion. Après, c'est à moi de me les créer en allant en salle ou non, hein. Mais après, il faut savoir aussi ce que la salle apporte. Et après, jouer avec ça en fonction de tes demandes. Est-ce que tu as besoin d'aller voir Anatomie d'une chute en salle? Pas sûr. Mais par contre, si tu as la volonté de financer ce genre de récit, tu peux aller le voir en salle. Dans ce cas-là, c'est plus soutenir économiquement ce type de film, ce type d'histoire, ce type de sentiments, d'émotions. Mais il est clair que cinématographiquement, il n'y a rien. Je l'ai vu récemment, et c'était pas en salle. Anatomie d'une chute, pour moi, ça n'a rien à apporter en salle. Juste rien. Donc à partir de là, tu peux te battre avec quelqu'un qui te dira non, etc. etc. mais c'est assez pauvre. Et on peut retourner la crêpe, comme je disais, en disant si tu n'as pas vu le film en salle, tu ne l'as pas vu, mais alors qu'est-ce que j'aurais pas pu voir? Parce que ça reste le même son, et ça reste la même image. Et si le film il est bien fait, en théorie, et je vous ai déjà parlé de l'expérimentation que j'avais fait, tu pourras autant ressentir quelque chose en salle que sur un écran d'ordi. C'est juste qu'en salle, c'est beaucoup plus gros. Mais les points de convergence émotionnelle seront les mêmes. Parce qu'au départ, il n'y avait que la salle. Et après, il y a eu la télé, etc. et toutes les déclinaisons de support et de façon de voir. Mais au départ, il n'y avait que la salle. Donc toutes les expériences qui sont découlées de la salle, la télé qui est apparue plus tard, récupèrent en fait toutes les expériences, la façon de voir. C'est juste que c'est en plus petit. Et maintenant c'est encore en plus petit avec le portable. Mais ça reste la même expérience. Donc c'est une affaire d'échelle. À quelle échelle vous voulez donner votre expérience de tel ou tel film? C'est tout. Et à partir de là, vous faites votre marché, vous choisissez vos sorties. C'est aussi simple que ça. Après, les gens qui questionnent l'utilité des salles de cinéma à l'ère du streaming, ça revient à ce que tu souhaites, les histoires que tu veux mettre en avant, parce qu'il est clair que tu auras peut-être plus l'impression de faire de l'impact si tu finances les films que tu as envie de voir en allant en salle. En streaming, tu achètes un abonnement, mais
ça dit en rien les types de films que tu vas avoir dans les années suivantes. Alors qu'en salle, si tu vois qu'il y a des choses pour lesquelles tu crois qui apparaissent et que tu les soutiens et que finalement ces films ont du succès, ça pourrait faire des petits, quoi. Luc, tu me demandes, d'ailleurs avec l'âge, qu'est-ce qui a changé dans tes préférences ou tes attentes sur les films? Y a-t-il des sujets de films qui te parlent plus maintenant par rapport à tes 20 ans, par exemple? Oui, je pense que le rapport à la paternité, oui, c'est clair que ça a changé. Hein. Je suis pas parent, hein. J'ai des neveux, mais oui, je suis beaucoup plus sensible au sort des enfants que quand j'avais 20 ans, ça c'est clair, pardon. Et la vieillesse et les vieilles personnes, je suis un peu plus sensible à ça aussi. Parce que je me trouve vieux. Mais oui, non, oui, il y a l'âge avançant, oui, il y a un petit changement. Il est clair, par exemple, que quand je revois Hook, la revanche du capitaine Crochet, il y a des séquences qui sont dédiées aux adultes, qui sont beaucoup plus fortes pour moi maintenant qu'à l'époque. Donc oui, je devrais le formuler comme ça. Et puis, bien sûr, il y a les attentes de spectacles mieux faits au scénario, où les scènes sont plus amènent les autres scènes plus naturellement que des espèces de hachurages affreux. Souvent maintenant, je suis beaucoup plus intéressé dans la scène d'action de voir la construction de cette scène d'action que de voir le déroulé de l'action même. C'est peut-être pour ça que je préfère Nolan maintenant. Je suis plus friand maintenant d'une bonne histoire que d'une bonne mise en scène. Ça, c'est un vrai changement. Et je me sens plus apte à affronter certains cinémas qu'avant, ça m'intéressait pas. Par exemple, quand Terragno sur Discord, à force de vous parler tout le temps de Discord, à un moment vous allez y aller sur Discord. Hein. Terragno sur Discord m'avait parlé d'un documentaire sur la Mongolie qui dure 9 heures. Et j'ai commencé à le regarder et j'ai bien aimé. Et il est clair qu'à 20 ans, ce genre de truc, ça m'aurait pas intéressé. C'est filmé par une femme, Ulrich Kontinger, je crois le nom. Ça s'appelle Taiga, ça date de 92 ou 93, je crois, dans ces eaux-là. Et c'est l'histoire, ce qu'on peut appeler l'histoire, mais la captation de familles et leur quotidien. Et il faut que je continue d'ailleurs. Je m'étais arrêté un petit peu plus loin que la chamane, mais il faut que je continue la première partie. Mais vraiment, il est clair que quelques années avant, j'aurais pas dit. J'aurais pas été séduit. Mais là, ouais, j'ai acquis une plus forte capacité à accepter le silence, à accepter la lenteur des plans, les plans durs. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent dans ce plan. C'est pour ça que j'ai hâte. J'ai été surpris d'apprécier Onoda, les 10 000 nuits dans la jungle, par exemple. Et je suis sûr, parce que je n'en ai pas vu encore, mais quand je vais voir les films de Verceta Cool, je pourrais adorer. Maintenant. J'attends encore un peu. J'attends aussi pour redécouvrir les Antonioni, tout ça que j'avais vu très jeune mais que j'avais pas aimé. Mais je pense que voilà, je vais commencer à bifurquer mes plaisirs. Voilà. Baraka, oui. Ouais, Cécile, tout à fait. Mais c'est faux. Je n'ai jamais forcé. Je laisse le truc couler et je me rends compte que j'apprécie plus certains trucs maintenant qu'avant. Mais je n'ai jamais forcé. Alors maintenant, il faut que j'apprenne à apprécier ce type de film. Jamais. J'aimerais partager un petit plaisir que j'ai eu à découvrir une vidéo récemment. Une vidéo sur Durandal, mais pas par Durandal, c'est ça qui est très amusant. C'est une vidéo d'un chef opérateur qui s'appelle Mathieu Misiraka, voilà. C'est le chef opérateur des Visiteurs du Futur. Ce chef opérateur a une chaîne YouTube où il parle de lumière, de focale, un peu d'étalonnage, de LED, de matériel professionnel, de comment on peut mieux éclairer. Et tout d'un coup, il est tombé sur la vidéo de Durandal sur les Visiteurs du Futur. Et je trouve que c'est assez palpitant de regarder ça, parce que là, nous avons affaire à quelqu'un qui est seulement dans un regard critique, et depuis des années, et qui ne fait plus vraiment de films, vis-à-vis de quelqu'un qui a travaillé sur le film. Et la différence entre un professionnel et une personne qui s'agite toute seule dans sa chambre pour trouver des défauts ou des qualités à un film, eh bien ça en dit long sur notre rapport critique. C'est un rapport critique qui est des fois complètement
déchiré par rapport à ce qui est réellement le film, par rapport à comment nous fabriquons un film et comment nous le recevons. Alors évidemment, quand on voit une telle différence de point de vue sur un film entre un professionnel et quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, forcément, après, tu as la directrice de YouTube France qui se demande « Oh, pourquoi il n'y a pas plus de liens entre YouTube et YouTube / les réseaux Internet et les professionnels ?» Bah oui, parce que peut-être les gens qui sont sur YouTube et qui font des vidéos, ce sont des tocards. Je dis ça comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment l'exemple clair comme de l'eau de roche. Durandal, qui est quand même un YouTuber cinéma établi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Il est établi, là, se fait remettre à sa place, mais bien correctement, par un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un dont c'est le métier de faire des images et de travailler sur de la série ou du film en fonction des opportunités. Bah ouais, on a toute cette clique de YouTube mise en avant qui disent n'importe quoi et qui ne prennent bien sûr pas le temps de déployer l'argumentaire et qui sont tournés en ridicule par des professionnels du milieu. Et je m'inclus aussi dedans. Oh là là, les folies que j'ai dû dire sur certains films, hein, ou tout simplement se tromper. Hein. Après, voilà, il ne s'agit pas d'invisibiliser les vidéos. Hein. On souhaite toujours que la suivante soit mieux dans ce cas-là. Mais la chose à faire, c'est en continuant de faire des vidéos, il faut essayer de peaufiner davantage ses arguments, acquérir de l'expérience pour visionner le film avec d'autres armes de lecture, et mieux utiliser aussi le langage pour partager son avis, son expertise ou sa critique. En fait, ces échanges dont je vous avais déjà parlé dans les précédentes parties avec des gens qui font que travailler dans l'audiovisuel, que ce soit sur YouTube ou en vrai, eh bien, qui se foutent complètement des critiques. Hein. Je trouve qu'en fait, notre travail critique a un impact assez limité. Je dirais pas qu'il est vain, mais on n'est pas loin de l'idée. Surtout quand on voit qu'on prend un peu de recul et en fait, on dit rien sur les films. Ça permet de remettre en cause pas mal l'énergie investie dans une critique, dans l'élaboration d'une critique, et vraiment je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à parler avec d'autres monteurs et quand je leur parlais des films tout simplement, et eux ce qu'ils en retiraient, tu te dis oui en fait il y a un gap très important qui est de différent entre quelqu'un qui regarde le film et qui l'a bien aimé parce que l'histoire elle est bien et ça s'arrête là et il n'a pas besoin de plus, et quelqu'un qui va commencer à décortiquer un film pour chercher tous les détails qui en fait n'intéressent que lui. Donc quand on commence à parler des making-of et de tout ce bazar et tout ça, c'est pour une toute petite mini portion des gens qui aiment le cinéma. Hein. C'est beaucoup plus réduit qu'on peut le penser en fait. Et c'est assez effrayant de se dire ça, parce que c'est beaucoup d'heures cumulées à chercher des informations sur les films. Et finalement, pour pouvoir réellement en parler avec très peu de gens, quand on se trompe pas. Là, il se trouve que là, Durandal disait vraiment n'importe quoi parce qu'il était pressé, parce qu'il ne voulait pas fournir plus d'efforts, parce qu'il ne remettait pas en cause aussi son regard, que là, le Mathieu lui est tombé dessus. Et c'est compliqué de contre-argumenter quand on a le chef opérateur du film qui dit « Ah bah non, là, c'est passé comme ça, et l'acteur il jouait bien, la lumière elle est dense de ce côté-là. » Enfin, là, tu peux pas trouver plus direct comme source en fait. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Si vous voulez vous arrêter un débat, vous dites « Ah, les goûts et les couleurs, c'est bon. On ne peut plus avancer après ces arguments. » Anonyme, tu me dis « Je n'aime pas trop les making-of. Je préfère ne pas savoir comment un film a été fait. » Après, si on fait de la critique, c'est autre chose. Oui, bien sûr, on est d'accord. Après, il ne s'agit pas de limiter sa critique à simplement parler du making-of, ce que font certaines personnes, hein, d'ailleurs. Certaines chaînes ne se concentrent que sur ça. En faisant miroiter dans leur miniature ou dans leur texte d'accroche une question critique. Est-ce que c'est le meilleur film d'eux? Est-ce qu'il est sous-estimé? Vous voyez, des choses comme ça. Mais qui sont en fait un prétexte juste pour nous balancer de la production. Et ça, c'est littéralement n'en avoir pas grand-chose à foutre du film, hein, aussi au passage. À débat, hein, si vous avez des arguments contre l'idée que je viens de nommer, n'hésitez pas. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du film. Et du spectateur aussi au passage. D'ailleurs, en parlant de vidéos qui se foutent de la gueule du spectateur, ouais, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais il y a quand même un petit peu de ça aussi. La dernière vidéo du Fossoyeur, le cinéma c'était mieux avant. Et c'est pas une idée de réponse non ou réponse c'est compliqué. Non, c'est des fausses questions. Ça, c'est des questions si tu veux provoquer en fait, si tu veux amener du sang, hein, parce que les gens aiment bien le sang sur Internet, on le sait tous. La vidéo en elle-même est difficile de
C'est une question, on peut se la poser tous les ans dans ce cas-là. À un moment, ça sert presque à rien. Après, là, c'est des formulations. Le Fossoyeur, je le sens assez, grisé par cette formulation, un peu tape à l'œil, beaucoup d'effets. Mais au final, on n'en retire pas grand-chose, quoi. Et qui sait, en plus, quand on revient, en fait, à des poncifs qui sont plus d'actualité, ou qui sont pas vraiment traités, ou qui sont pour une strate de gens. Je pense que ça, c'est un premier élément important, c'est qu'il est dit au début de la vidéo, on redonne une phrase de Coppola. Autrefois, il y avait du cinéma, maintenant, il n'y a que des films. Sauf qu'on ne dit pas quand cette phrase a été écrite ou dite. Ça s'adresse à quelle période, cette phrase ? Parce que si ça date des années 80, quand il commençait à voir le vent tourner parce que Zoetrope, ça n'avait pas marché, et qu'il commence à chouiner, là, c'est quelque chose qui est spécifique à sa période et qu'on ne peut pas appliquer comme ça à tout va parce que on voit juste un petit morceau du cinéma derrière la porte. À quel moment ça a été dit cette phrase ? Au moment où Coppola est tombé en désuétude ? Ça, c'est une vraie question. Vis-à-vis du contexte, parce que cette phrase-là n'a pas eu de contexte. Et d'autres choses, c'est probablement un des reproches qui a été le plus fait à cette vidéo, c'est quel cinéma ? De quoi on parle là ? Le cinéma tout court ? Dans ce cas-là, la question ne se pose même pas, c'est non. Le cinéma n'était pas mieux avant. Si on parle du cinéma américain de grande distribution, on pourrait dire éventuellement. Mais quand tu vois la sphère de films qu'englobe la vidéo dans la séquence Bye Bye 2023, c'est assez pauvre. Hein. Alors c'est sûrement une volonté. Hein. Il y a très peu de films hors US. Dans ce cas, c'est une posture qui s'écroule au moment même où on se dévoile auprès d'un public un peu plus averti, un public qui a vu d'autres films, un public qui a vu plus de films français, des films européens, des films asiatiques, des films aussi de grands spectacles asiatiques. Alors cette vidéo est probablement efficace auprès des gens qui ne voient rien, qu'ils ont vu, allez, j'ai vu le dernier Scorsese, j'ai vu Mario, j'ai vu Barbie, j'ai vu Oppenheimer, j'ai vu... Oui, le cinéma américain de grosse distribution. Mais tout le reste est invisibilisé. Donc on a l'impression que, oh là là, il parle bien du cinéma. Non, ça c'est un vrai problème. Et il le dit lui-même, c'est formidable. J'ai même pas besoin de faire l'argumentation, il le dit lui-même. Il s'agit de décider dans quel type de culture on veut vivre. Il s'agit aussi de décider dans quel type de culture tu veux faire ta vidéo. Lui, il l'a clairement estampillé. Mais il n'ouvre pas son sujet, évidemment. Et il n'incite pas à changer de cap. Donc c'est une vidéo très vaine aussi sur l'envie de changer le spectateur, éventuellement. Donc oui, alors Anonyme, tu dis, voilà, moi j'ai aucun problème en termes de nouveauté et d'originalité. Quand on fait une vidéo de bilan sur le cinéma, il faut pas invisibiliser à peu près les 3/4 du cinéma dans le monde, en fait. La question ne se poserait même pas, est-ce que c'était mieux avant ? Non. Pas spécialement en fait. Et oui et non, la question ne se pose même pas. C'est même pas une question intéressante, c'est juste pour des gros nostalgiques qui se posent la question. Autrement, non. Le numérique a permis à plein de pays de faire des films, de faire des documentaires plus facilement. On est abreuvé de beaucoup d'images, donc ça, il faut faire un travail de tri. Et là, je suis d'accord quand il dit qu'il y a un flux tendu d'images. On est surchargé d'images, ça c'est vrai. Totalement, il y a plein de films qui sortent chaque année, mais vraiment une tonne, c'est impressionnant. Mais les compagnies maintenant veulent tenir un flux tendu tous les mois de l'année, alors que à l'époque, on avait, j'entends à l'époque, fin 90, mi-2000, on avait des grosses périodes de sortie de films, juillet, août, novembre, décembre, ça se limitait presque à ça. Et on a commencé à avoir quelque chose qui fluctue un peu plus. Je veux dire, la période de cœur qui commence à s'étendre. Moi, je me rappelle que le premier Star Wars, la menace fantôme, était sorti vraiment au milieu de l'automne. C'était pas sorti en été, c'était sorti en octobre, peut-être. Donc là, on commence doucement à étirer en fait la plage, parce qu'il y a beaucoup de films qui commencent à se cumuler. Et là maintenant, on a en février, en janvier, on a des grosses productions qui sortent. Avril, septembre, c'est assez délirant. Et je ne parle même pas maintenant des choses qui sont en ligne. Là, en ligne, maintenant, il n'y a plus de règles.
Dans mes souvenirs, tout était mieux, surtout moi-même. À qui le dis-tu, Et puis après, il y a aussi la façon dont les films sont matraqués maintenant. Bon, ça, c'est pas... ça, par contre, c'était peut-être un peu mieux avant. Il y a un gouffre entre l'excitation, que crée le battage médiatique sur une vidéo, sur une œuvre, ou on peut dire aussi sur une vidéo, hein, et la réelle qualité du film. Ça c'est réel. Bon, c'est aussi comme ça qu'on fait de la pub. Hein. On vend des trucs de merde en faisant croire que ça va guérir le cancer. Hein. On le sait. Hein. C'est un petit peu ce que... Ça me fait penser à la parole de Christophe Gans, qui dit que, en parlant d'Assaut de Carpenter, qu'à l'époque, c'était un film qui remettait les compteurs à zéro. Il terminait la vidéo en disant qu'il faudrait un nouvel Assaut, il faudrait un nouveau film qui mette les compteurs à zéro. Je suis bien d'accord avec lui. Et je pense que le compteur à zéro, il doit se faire au niveau des images créées par ordinateur, ou soutenues par l'ordinateur. Et encore une fois, il tape sur l'ambulance, mais c'est même pas une question intéressante, parce que on sait très bien que dans l'année, on peut pointer du doigt des trucs affolants comme ce que vous avez pu voir sur sa miniature de vidéo, mais dans la même année, on peut faire la même miniature avec des trucs qui arrachent la rétine. Excusez-moi, mais pointer les horribles images de synthèse, ouais, bon, ok, mais pour chaque exemple de grosse merde, on a l'opposé total. Regardez, en 2011, on a eu des films avec des effets infâmes. Regardez Les Trois Mousquetaires de Anderson, là. Le mec de Resident Evil, il a fait les Trois Mousquetaires en 3D en 2011. C'était affreux. Et qu'est-ce qu'on a eu en 2011 ? On a eu le sang couler sur le crâne de Daniel Craig dans Millennium. Et c'était de l'effet par ordinateur. Et il était juste parfait. C'était impeccable. Voilà. Ou en 2023, on a passé le 2023. 2023, ouais, Ant-Man, oh là là, c'est nul, c'est moche. Le mec avec son gros casque là, affreux. Regardez The Creator. The Creator, les effets spéciaux sont impeccables. C'est pas le problème du film, les effets spéciaux, hein, mais en cela, c'est nickel chrome. Hein. Donc, à un moment, on voit que la forêt qui brûle, mais en fait, y a pas que ça. Hein. T'as une toute petite portion de forêt. Il y a plein de trucs. Il y a même des films, des pauvres films français. Il y avait un film qui était sorti il y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Il y a peu de temps qui s'appelait Les Cadors. C'est un film, une petite comédie avec le mec du Palmacho, là, et Jean-Paul Rouve. Un tout petit truc, un tout petit film français. Et j'en parlais avec le monteur. Alors, j'aurais pu faire une émission avec le monteur du film, mais ça s'est pas fait parce que le réalisateur ne voulait pas qu'on discute du montage du film. Ensemble, avec mon ami, finalement. Et mais j'ai quand même discuté un peu avec le monteur, et il m'a dit, tu sais ce plan-là, où il y a le camion, eh bien, le camion, il y avait autre chose sur le camion, et tout a été enlevé par ordinateur. Et je n'y ai vu que du feu. Donc, à un moment, on peut crier à l'alarme, les effets spéciaux sont catastrophiques, on fonce dans le mur. Non. Encore une fois, c'est pour faire du sang, c'est pour créer de la polémique, c'est pour créer du conflit. Hein, si vous faites un travail de comparaison entre des bons effets spéciaux et des mauvais effets spéciaux en 2023 pour en retirer une leçon, là, ça peut être, le débat peut être intéressant, la confrontation peut être intéressante, et surtout vous faites grandir votre public, parce que si en vidéo vous constamment vous dites ah, c'est pas bien, les gens ils vont finir par le croire. Donc ça c'est un problème. Encore une fois, le fossoyeur prend les images juste pour elles, alors qu'elles sont insérées et ont une interaction avec les choses avant et après. Et c'est cette interaction qui fait frémir aussi bien au sein même du film, comment l'effet spécial réagit et agit sur l'image, mais aussi comment l'industrie est travaillée en fait. Mais il est clair quand il parle d'Avatar 2, on crée virtuellement du réel. Ça, c'est vrai. Je suis totalement convaincu que ça. Mais j'ai pas eu à attendre Avatar hein, pour avoir cette sensation. Moi, je l'ai eu déjà avec Rachel dans Blade Runner 2049. Rachel dans Blade Runner 2049 est vraiment très très bien faite. On croirait l'actrice d'avant. C'est sidérant. C'est vraiment incroyable. Et Maurice dans War of the Planet of the Apes, qui date de 2017. Maurice, donc l'orang-outan, il était sensationnel, spectaculaire. Il y a eu des gros plans qui étaient... Waouh, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, Avatar 2 n'est que dans la confirmation d'une maturité d'une certaine technologie, mais c'est une technologie lourde.
qui est presque dédié exclusivement à certains films américains de grande ampleur. Pour l'instant, rien ne permet de dire qu'on pourra se payer ça et pour quels usages. C'est toujours compliqué de dire que, et c'est ce qu'il dit dans la vidéo, qu'on aurait atteint un plafond de verre, une sorte d'impasse. Faut pas déconner, une image reste une image, qu'elle soit virtuelle ou réelle, la question c'est qu'est-ce que tu mets dedans, et c'est tout. De quelle impasse il parle ? On s'en fout de cette impasse, on revient toujours à qu'est-ce qu'on veut faire, et là la technologie ne sert à rien, c'est le cerveau et le cœur de celui qui a les outils qui va jouer. L'exploration, c'est l'exploration des images que tu crées, pas l'exploration des outils. Et comme il dit juste après, tout va bien, bien sûr. Alors pourquoi dire le contraire juste avant ? Donc bon, c'est du relativisme, de la nuance qui sert pas à grand chose. Je pense que c'est trop saturé. Je pense que la vidéo est trop saturée pour ce qu'il veut raconter. Il aurait fallu presque faire un petit format sériel. Peut-être que ça aurait permis d'appuyer plus les arguments, de faire du contre aussi. C'est vrai que maintenant je vois mes notes, il parle du cinéma mainstream parce que selon lui, c'est lui qui s'infiltre le plus dans les esprits, qui façonne donc l'image qu'on a du cinéma. C'est absolument pas le cas pour certaines générations. On peut toujours dire ça, mais c'est évident quand le mec qui pourrait avoir une influence ne fait pas d'effort pour modeler ça, pour changer ça. Et on peut faire quelque chose, surtout avec son poids qu'il a, lui. On peut faire quelque chose pour ça, pour modifier tout ça. À petite échelle, évidemment. Mais comme je l'avais déjà dit, sur 150 000 personnes qui regardent la vidéo, il y en a peut-être 500, 1000, 1500, 2000, 5000 personnes qui vont peut-être regarder le film dont il parle. Ce House, je l'aurais peut-être pas croisé sans le Fossoyeur. Donc il peut avoir un impact. Pour les gens qui ont juste un minimum de curiosité, il peut avoir un impact. On peut changer des mentalités, mais il faut qu'on s'y mette tous. Il y aurait un véritable impact, mais bien sûr, là c'est... on veut créer des polémiques qui servent à rien, on veut parler toujours des mêmes films, pop culture, machin, mainstream. Ah ouais, bien sûr, c'est le Ouroboros, quoi. C'est le ver qui se mord la queue, je crois que c'est ça, Ouroboros. Donc bon, moi je trouve ça assez pénible, mais ça s'inscrit également dans l'idée d'étouffement de la pop culture. Oui, alors si on est affilié à la pop culture, oui, on trouve ce rapport peut-être un peu scandaleux, mais bon, moi je me suis extirpé de la pop culture, il m'en reste bien sûr, mais maintenant je suis sur d'autres ouvertures. Il faut essayer de trouver d'autres ouvertures. Et moi je l'ai eu en partie quand même grâce à Samir, ouverture de regard, et après tendance à essayer d'être un peu plus accepter un peu plus d'autres choses, grandir évidemment. C'est quand même malheureux qu'à 50 ans on ait toujours envie de regarder du Van Damme, quoi. Enfin d'être lié à un cinéma très très étroit, alors cinéma américain des années 80 et 90, ouais super, bon, ça, ouais, ok. C'est quand même dommage en fait que ça s'enchaîne en fait à notre sensibilité, et après on ne voit plus que ça. Il est dit dans cette vidéo du Fossoyeur, il évoque, à juste titre, c'était comme ça que c'était vendu sur internet, comme Top Gun Maverick et Tenet, les sauveurs du cinéma. C'est-à-dire une sorte de fantasme. Mais je crois que le film n'a jamais été fait pour ça. Les promos n'étaient absolument pas autour de cette idée. C'est juste des journalistes qui ont monté en épingle le truc pour vendre. Parce que c'est vrai que c'est une idée très séduisante, mais ça n'a jamais été l'idée du film. C'est un micro-phénomène de désespérés sur Internet qui ne savent plus quoi raconter. Et le film Tenet a été vendu sur ça, donc avec des attentes dithyrambiques. Alors que déjà un film de Nolan, il y a quand même des attentes, mais là ça a monté d'un cran qui était complètement ridicule. C'était complètement ridicule. Donc bon, ce fantasme de sauveur du cinéma, je trouve ça très étonnant qu'il n'ait pas nuancé ce propos. Qu'il ait dit que c'est des micro-phénomènes liés au manque de culture, par exemple. Que le flux se soit détendu en attente de la prochaine attraction, comme une drogue. C'est incroyable qu'il ait même pas pensé à questionner ça, en fait.
il y a un manque cruel en fait de travail dans la vidéo du Fossoyeur. Il essaye à un moment de se mettre dans la peau des studios, bon, un point de vue qu'il ne peut de base pas atteindre parce qu'il n'est pas producteur. Et on ne peut que effleurer la surface de ce qui se passe derrière ces quelques articles que nous voyons, qu'il a cités dans la vidéo, on en parlera après. Mais on peut aborder que le point de vue du spectateur. C'est le nôtre, notre véritable point de vue. Celui-là, on le connaît. Celui-là, on peut y faire confiance. On peut aussi le confronter avec un autre spectateur. Alors, ce qu'il a fait, pas forcément la meilleure des options, mais il dit lui-même en vidéo, en cas de pépin, appelez quelqu'un pour râler. Et là, il y a la séance de Marty qui vient. Il râle et il repart. Bon, bah voilà, c'est très vain. Et ça me surprend d'autant plus qu'il le dit en vidéo ouvertement que voilà, il amène Marty pour râler. Et quand c'est moi qui dis que Marty n'arrête pas de se plaindre dans ses vidéos, c'est Marty qui m'engueule. Donc moi, ça me fait marrer. Bien sûr, rapport à géométrie variable hein, dans le cas de ce gamin. C'est un feat qui n'est pas très utile. Il s'embrouille faussement. Enfin bon, ça c'est de la sérénade. Hein. J'ai pas forcément envie de voir. Alors le sujet est très passionnant quand même. Ces sujets de cet amoncellement de culture américaine qui nous fonce sur la gueule, c'est intéressant comme sujet. Il y a des choses que Marty d'ailleurs met en avant qui sont très justes sur la méthode et les formules de Disney où il met un rapport entre I'm Iron Man et je crois c'était quoi en français tous les Jedi ou un truc comme ça entre Rey et à la fin de comment il s'appelle le dernier film Star Wars Rise of the Skywalker voilà. Et la fin de Avengers Endgame, il fait un rapport entre les deux et c'est un rapport qui est très juste. Mais autrement, mais ça ne sert à rien. C'est dingue. D'autant plus que voilà, visuellement, voilà, ça envoie, mais c'est finalement pour pas grand-chose ou des choses qu'on a déjà entendues. Donc c'est de la répétition. En fait, j'ai l'impression qu'ils théorisent eux-mêmes le principe qu'ils sont en train de dénoncer dans la vidéo. Ils nous font un flux, comme ça. Un flux, voilà, ça marvelise, hein, ça s'excite avec plein d'effets. Et finalement, à la fin, il n'y a rien. Donc, moi, j'ai hâte. Il parle de fin de cycle dans la vidéo. J'ai hâte aussi que ce genre de vidéo un peu m'as-tu vu soit vraiment en fin de cycle et qu'on n'en ait plus, en fait. Qu'on ait autre chose. Alors moi, je voudrais bien avoir une vidéo de ce type-là, mais que avec du cinéma indépendant ou pas du tout médiatisé. Ça, ce serait formidable. Ce serait un défi, un véritable défi. Après, il y a des réflexions qui sont à garder. C'est pour ça que j'avais envie de revenir sur la vidéo. Je l'avais vue une première fois, je l'ai revue encore une fois. Quand la séance de Marty dit « Le cinéma est-il devenu has-been » Et ça, c'est une bonne question, parce que quand je vois la masse de gens qui, le soir, au lieu de regarder un film, vont sur Twitch pour regarder des streamers jouer à leurs jeux favoris, à faire du GTA RP, du League of Legends. Les jeux vidéo deviennent peut-être la reprise en fait de la culture et surplombent le cinéma. Ça, c'est possible. Donc bref, au-delà d'un énième questionnement du méta pour fédérer les geeks, comme il le dit dans la vidéo, et à juste titre, j'ai trouvé la vidéo assez vaine. Et aussi une vidéo... C'est très frustrant parce que c'est une vidéo qui utilise des codes pour divertir, mais pas pour inciter les gens à essayer de dépasser ce stade de lecteur passif. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont agir sur leur propre culture après avoir vu les vidéos du Fossoyeur ? Non, parce qu'elle va jouer sur les mêmes stimuli. Et ça, c'est un problème. Alors, on fait pas de donneur de leçons, on fait qu'un bilan de constat et tout ça. Oui, c'est pas prendre le taureau par les cornes, hein. Mais précisément parce qu'ils font que du constat, ils pourront les refaire ad vitam aeternam. Donc on en revient à des formulations marvélisantes. J'allais dire marvélisées. Oui, marvélisantes. Oui, Luc, tu dis une grosse chaîne de 100 000 abonnés sur le cinéma en Afrique noire, ça aiderait les gens à faire... Ah oui, bah évidemment. Oui, bah, on souhaiterait toujours que tout d'un coup, t'as un mec... genre qui a des milliers et des milliers d'abonnés, des centaines de milliers. Le mec il dit, bon maintenant, ça suffit. Ma chaîne, elle sera consacrée à ça. Mais bon, ça, on rêve. Hein. On rêve. Hein. Le Fossoyeur a cité quelques articles dans sa vidéo. Il y en a deux que j'ai pu lire entièrement. Il y a un premier article de Deadline.com, un article de Zach Entim, qui est sorti le 14 août 2023,
qui nous parle un peu de Charlie Kaufman. Donc le réalisateur. Ce réalisateur nous évoque l'idée d'ordures, de déchets, de détritus. Mais concernant certains films qui sortent. Mais ne définit pas vraiment ce qu'il veut dire. Il évoque aussi l'idée peut-être d'un rêve, de créer une organisation d'artistes qui permettrait de financer et de supporter des réalisateurs qui feraient des choses qui ont de la valeur. Mais je crois ce qu'il veut, Charlie Kaufman, c'est ce qu'on appelle une maison de distribution. Et ça a déjà été fait avec les United Artists. Donc le mec, en fait, il parle d'un truc qui existe déjà, comme si c'était l'inventeur de la roue, quoi. C'est n'importe quoi. Mais après, il peut souhaiter avoir une énième maison de distribution, mais on sait comment ça commence. Hein. On fait des petits projets qui sont audacieux, et à la fin, on termine avec un gros blockbuster. Hein. Ça me surprendrait que les studios fassent comme ça les choses... Ils font pas de la merde comme ça. C'est pas un problème d'ambition. Pour moi, c'est un problème de temps. Il y a des plannings d'envoi de séries absolument démentes pour les plateformes ou des plannings pour contrer, dans la distribution les films des autres. Et donc, ils doivent sortir des films avec un certain public visé ou une certaine audience visée à telle ou telle date. Ils doivent sortir un projet et il y a des choses qui se font qui sont lunaires et qui se font quand même. On doit nourrir la bête, en fait. Tu as moins de temps pour créer les scènes. Et c'est là que les studios s'intéressent à l'IA. L'IA leur permettrait d'être plus souple dans l'organisation et certains effets pourraient être générés par l'IA. Bon, déjà, bien sûr, ils ont déjà utilisé l'IA pour plein de choses. On en avait déjà parlé dans la première partie de la FAQ. Je vous invite à voir la première partie de la FAQ pour l'IA. Mais encore une fois, il faut de l'argent. Ça reste un flux, hein, et une dynamique qui n'est pas que américaine. Alors bien sûr que les mecs vont dire que c'est grave, qu'il faut en parler. Oui, mais parce que c'est leur cinéma à eux. Ce n'est pas notre cinéma, ce n'est pas mon cinéma. Je ne suis pas américain. Il ne faut pas, assimiler le cinéma américain à notre culture. Hein. Ce n'est pas la nôtre. Hein. On baigne dedans parce qu'ils fournissent énormément d'efforts et d'argent pour que ça le soit. Mais ce n'est pas la nôtre de base. Hein. Et il a proposé un deuxième article qui est l'article du TheAnkler.com, un article de Helena Smith qui a été publié le 7 août 2023. Cette personne parle de Monopoly, donc une guerre des plateformes de streaming avec des stratégies pour vendre une success story d'une compagnie. Ça, c'est un truc que j'ai en horreur. L'idée de storytelling. Voilà, maintenant on veut mettre du storytelling partout. C'est le mot à la mode dans les compagnies et chez les youtubeurs, les monteurs youtubeurs. Storytelling. Oh putain. Moi, quand j'ai entendu là sur un des discords de montage, un des monteurs parler de storytelling pour une vidéo qui fait 2 minutes, moi je croyais que j'allais lui prendre par le col. Hein. Mais de quoi tu me parles, storytelling, quoi? Tu veux me vendre le dernier micro à la mode et tu me parles de storytelling? Putain, les mecs ils veulent te faire vendre, ils veulent te vendre n'importe quoi, comme si c'était l'histoire du siècle avec des rebondissements hollywoodiens. Les mecs ils sont frappés sur la tête. C'est dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Alors bon, j'ai hâte de discuter avec ces gens-là quand l'occasion s'y prêtera. Mais je trouve que c'est juste se tromper de méthodologie. C'est de l'excès. C'est purement de l'excès. Mais tant que ça marche, il y a Wall Street qui suit, il n'y a pas de souci. Avec cette notion de contenu qui a déjà été maintes et maintes fois évoquée. Et je pense que le Fossoyeur reviendra sur cette notion dans sa vidéo suivante. Patrick Willems avait fait une très très bonne vidéo sur l'idée de contenu, que l'art n'est pas du contenu. La vidéo est en anglais, hein, donc vous galérerez peut-être un petit peu mais à comprendre bien ce qu'il veut dire. Mais la vidéo était très intéressante. La télé-réalité cinématographique. Ça c'est encore une autre affaire. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été... quand tu épuises l'idée de télé-réalité, tu essaies de la pousser vers d'autres formats. Donc, c'est normal que ça arrive au bout d'un moment. Hein. L'argent des abonnés. Ah bah oui, bien sûr, l'argent des abonnés. Moi, j'en ai pas, donc je peux faire ce que je veux sans prendre en compte votre avis, chers abonnés. Après, vous pouvez toujours me soumettre n'importe quoi. Hein. Le Discord est d'ailleurs là pour ça. Hein. Il y a des fois des choses qui me stimulent que vous partagez. Hein. Les gens qui sont sur Discord et sur le Discord de Cinefiles, donc le lien est dans la description, bien sûr, si vous voulez rejoindre. Il y a des fois des partages qui sont vraiment très intéressants. Hein. Si le storytelling est attrayant, Wall Street va suivre. Et en parler d'abonnés.
il n'y a aucun moyen pour ces compagnies d'être totalement transparentes sur les audiences de leurs programmes. Combien de fois on a entendu « Oui, tel programme est numéro 1, ce programme a fait le plus gros score de toute la compagnie depuis sa création. » Qui c'est qui le dit? La compagnie? Oui, mais ça ne nous suffit pas, parce qu'il pourrait très bien dire du bullshit, pourrait très bien dire un mensonge, un pur mensonge, et on n'aurait aucun moyen de le vérifier. Donc il faut des instances de vérification d'audience qui soient extérieures et impartiales. Et ça, c'est pas gagné. Et sur quoi on se base? Sur des chiffres que nous donnerait la compagnie à l'instance extérieure? Ils peuvent donner n'importe quel chiffre. Les chiffres qu'ils veulent, personne n'ira vérifier au sein même de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui... Ces entreprises, ces compagnies, ces plateformes manquent complètement de transparence. On ne sait pas. Voilà. Ils peuvent dire c'est un plus gros succès, on n'en sait rien, il y a peut-être 3 personnes qui ont vu le film. Et vu le film, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir cliqué pendant 5 minutes ou avoir vu le film jusqu'à la fin? Donc tout ça, c'est extrêmement vaseux, et c'est devenu une norme, au point que ça a été suivi par des studios, comme Disney et Warner, et des entreprises, comme Apple ou Amazon. Et si un flanche, comme Netflix, tout le monde flanche. Avec l'augmentation des prix, la disparition des programmes des catalogues. J'ai cru, là, avoir vu la news il y a quelque temps, que Willow, donc là, l'espèce de série Willow, a disparu de Disney+. La non-sortie de films en support physique, même avec des prix prestigieux qu'ont reçu certains de ces films. Donc là, ne dites pas qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il y a une couille. Parce qu'Hollywood, au final, ça avait été dit dans l'article, Hollywood ne survit que parce qu'il y a des règles, qu'il y a des régulations qui permettent de distribuer des films. Et en cela, on avait la première règle, le premier coup de marteau, qui était la loi antitrust de 1948, qui avait cassé la dynamique de production, distribution, exploitation. Les grandes maisons de production n'avaient plus leur cinéma dédié. C'est ça qui a changé après la donne. Les cinémas étaient devenus indépendants. Et après, ce sont des contrats avec toutes les autres boîtes qui font qu'ils vont distribuer tel ou tel film. Il n'y avait plus un cinéma Fox, un cinéma Disney, vous me comprenez, cinéma RKO, un cinéma... Non, ça n'existait plus. Mais je pense que la première chose, au-delà de ces considérations-là, c'est d'arrêter de se foutre de notre gueule avec des histoires de merde. Parce que j'ai vu aussi, là, pendant les vacances, j'ai vu Thor Love and Thunder. C'était vraiment de la grosse merde. Hein. Alors là, qu'est-ce que c'était que cette daube? J'ai pas compris. Hein. L'argent dépensé monumental dans un film pareil, c'est sidérant. Donc encore une fois, si vous êtes vacciné du cinéma américain et que vous le revoyez par petites gouttes, vous ne serez pas emballé par le constat de cette vidéo, qui est un constat très, j'allais dire sectaire, c'est pas le bon mot, mais très réduit, très très réduit sur une toute petite portion de film, en nous faisant miroiter que c'est des grandes questions sur le cinéma. Non. Pour les gens qui n'ont pas vu, oui, qui n'ont rien vu sur l'année, oui, bien sûr, c'est une grande question très importante, oh là là, mais non, autrement non. Quand on ouvre un peu les esgourdes et qu'on voit un peu plus ce qui se fait autour, en fait, c'est un micro-problème, en fait. Le cinéma va pas s'effondrer parce qu'Hollywood va s'effondrer. Hein. Il va juste se remodeler et il y a des choses qui vont même pas être atteintes. Je crois pas que le cinéma au Maghreb ne sera atteint par le cinéma américain. Hein. Les gens, ils continueront à faire leurs films, à faire des documentaires et à les exporter où ils peuvent. Hein. Ça changera rien du tout. Hein. Ça changera rien du tout à un cinéma du pays de l'Est. Hein. Ça changera rien du tout au cinéma chinois. Il risque d'ailleurs même d'augmenter, hein, le cinéma chinois. Ça changera rien au cinéma indien. Hein. Donc bon, encore une fois, c'est qu'un pôle, et un pôle en plus qui est réduit, parce qu'il y a tout le cinéma indépendant américain dont on ne voit qu'une seule partie en France, qui, cinéma hollywoodien, ça les arrange pas en fait. Au contraire, si Hollywood se casse la gueule, ça permettra à d'autres, concentrations au sein du paysage américain. Il y aura peut-être un studio qui émergera au Texas ou à New York, parce que la scène new-yorkaise est quand même importante. Il y a plein de possibilités, hein. Mais il faut pas tout d'un coup balancer des mots comme on est dans une impasse technologiquement, oh là là. Ça c'est vraiment des questions de geek, hein, ou des questions de nerd. À vous de choisir le mot que vous aimez ou que vous n'aimez pas, ça dépend comment vous voyez la question. Luc, tu dis ces geeks ou ces nerds n'ont pas l'air de vouloir évoluer. C'est peut-être pour ça qu'ils se mettent dans l'idée d'impasse, oui, parce que ça leur est littéralement dédié, mais dès qu'on sort un peu de son trou, on se rend compte que c'est très peu de gens, en fait.
je tiens quand même à vous le dire, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans ma façon de voir les choses, notamment de voir YouTube Cinéma, parce que je suis quand même assez agressif vis-à-vis de mes compères, enfin de mes collègues, mais pas tous, hein, je tape seulement sur ceux qui me sortent par les trous de nez. Si vous considérez que j'ai une attitude peut-être un peu plus radicale, c'est le mot qui avait été employé concernant certains sujets, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous considérez être un peu limites dans ma façon de m'exprimer sur certains sujets, moi je considère que les relations que je peux avoir avec ma communauté sont tout à fait abordables. Je peux discuter avec n'importe qui de ça. Il faut absolument pas hésiter en commentaire ou sur Discord de venir me dire voilà, je trouve que vis-à-vis du Fossoyeur tu es assez cruel ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pour justement me permettre de m'en rendre compte, parce que des fois moi je m'en rends pas compte, d'évoluer ou d'atténuer peut-être ça. Mais je pense que le fait d'être sur YouTube depuis 2011, ça ne joue pas en ma faveur, parce que moi j'en ai vu des mecs arriver par pur opportunisme, repartir la queue entre les jambes, des gens qui s'installent et qui finalement font leur petit bout de chemin et au bout d'un moment ils font carrément partie des meubles comme Durandal, ou des gens qui sont juste des gros connards, ou des gens qui sont humainement vraiment des salopes, mais qui font plutôt un boulot convenable sur le cinéma, ou des gens qui sont juste de bonnes personnes et qui font un bon boulot. Ça existe aussi. Moi, je suis apte à prendre des critiques, mais pour autant, il faudrait que ces critiques soient argumentées. Et je suis absolument apte à tenir un dialogue sur les défauts que je peux avoir sur cette chaîne avec qui veut discuter avec moi. Je tiens vraiment à le préciser. Hein. C'est un peu protocolaire de le formuler comme ça, mais oui, moi je considère que je ne crée pas une main de fer sur ma chaîne qui vous empêcherait de venir me parler s'il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Encore une fois, c'est l'impression que j'ai en tant que créateur et administrateur de cette chaîne YouTube Cinefiles. Et vous, spectateurs intéressés à abonnés, la perception que vous en avez. Vis-à-vis de Karim, oui, c'est encore une fois, moi j'ai été sur YouTube avant Karim sur la conception de ses vidéos, et c'était en plus des vidéos qui n'étaient pas, je pense, et Bonjour pourra nous l'expliquer mieux que moi, c'était des vidéos qui n'étaient pas destinées à YouTube Cinéma, c'était des vidéos destinées à jeuxvideo.com, c'était des gens qui n'étaient pas dédiés au cinéma. Et c'est ça, là, en fait, la perception que moi j'avais du mal à percevoir, je pense. Si c'était dédié à des gens qui aiment le cinéma, c'est faux dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est vraiment de la merde. Mais si ce n'était pas le cas, et ils ont pas fait la communication dans ce sens, malheureusement, si ce n'était pas le cas, oui, ils ont tout mon respect, et pour discuter avec des gens qui n'y connaissent rien, oui, c'est important, il faut bien commencer quelque part. Et il a raison. Mais c'est juste une affaire de qui ils ont visé en faisant ces vidéos. C'est tout. Sauf que moi, je suis arrivé après la bataille, je vois ça, je me dis, c'est sur YouTube, donc ça se destinait à n'importe qui sur YouTube, dont justement des gens qui aiment bien le cinéma, et je dis bien aiment bien le cinéma au-delà du cinéma américain. Et là, ça posait problème. Donc c'est une affaire de perception de pour qui c'était. Et il faut toujours se poser la question, pour qui on fait tout ça, là, toutes ces vidéos ? On passe des heures, des semaines, des mois à faire tout ça. Pour qui ? Ça peut être pour soi, et on partage comme ça parce que, bon, on fait pas plus attention. Ce qui est un peu mon cas, Je suis pas en train de faire une étude de marché pour savoir quelle prochaine critique je vais faire, Une des prochaines critiques qui va arriver, ce sera Master and Commander, voilà, de Peter Weir. Parce que j'ai eu un dialogue chez Samir de Microciné autour de Peter Weir, et Peter Weir, bon, c'est jamais, Et j'ai l'occasion de rediscuter de ce film-là avec quelqu'un. Ça va être enregistré, et j'ai pas fait une étude de marché. Est-ce que Master and Commander, ça pourrait faire des vues sur YouTube ? J'en ai rien à foutre. Le storytelling de la chaîne, j'en ai rien à foutre. C'est pas des notions, c'est des notions qui sont nées après moi. Je baigne pas dedans. C'est très difficile de me dire maintenant il faut que je bifurque pour aller dans le sens de ces nouvelles notions pour administrer la chaîne YouTube. Alors ouais, il se peut que je mette à mort ma chaîne de cette façon. Mais il est bien clair que l'intégrité est une notion qui n'a pas trop sa place dans ce monde. Et pourtant, c'est une notion, une valeur qui est formidable, l'intégrité. Être incorruptible, c'est quelque chose de fort. Mais c'est quelque chose qui ne plaît pas au capital. C'est quelque chose que n'aime pas l'algorithme. Et moi, je l'ai bien vu quand j'ai discuté avec les monteurs YouTube, là, sur les Discord sur lesquels je suis. C'est des gens qui sont
aliénés par le système. Et c'est très dur. Donc je remercie les gens qui sont là depuis des années, ou les gens qui vont me suivre pendant les années à venir, d'avoir des gens que je rencontre et qui sont visibles. Parce qu'il y a des gens peut-être qui me suivent, mais que je ne vois pas, parce qu'ils ne sont pas présents lors des lives, parce qu'ils ne sont pas présents dans les commentaires. C'est compliqué de sentir sa communauté. C'est pour ça que je remercie tout le temps les gens pour leurs messages, pour leur soutien, leur pouce bleu. Mais je mets en avant davantage merci pour les messages, parce que les messages, on les voit en fait, on voit les gens. Et qui plus est, c'est encore plus fort, bien sûr, quand on est sur des communautés qui vont sur Discord, où il y a un flux audio, on isole, enfin, on comprend que les gens, c'est des vraies personnes, quoi, c'est pas des robots. Ça, c'est important. Donc voilà, moi, je commence l'année un peu en vomissant l'algorithme de merde qui est devenu tout bizarre, et les échanges récemment que j'ai eus sur les Discords de montage, ça m'a mis dans un état d'angoisse supplémentaire, parce qu'il y a des choses que je voyais pas... Qui mettent à mal ma chaîne, mais j'ai trop d'intégrité pour baisser mon cul et enlever mon froc pour qu'on la mette profonde, quoi. C'est hors de question. C'est le prêcheur dans le désert. Eh oui, mais qui a son cul bien à l'abri. Et j'espère que pendant cette année 2024, mon cul restera à l'abri, que je continuerai à faire des vidéos et que vous serez bien sûr au rendez-vous. Comme je le disais dans je ne sais plus quel FAQ, je disais c'était un peu le Highlander. Hein. À la fin, il n'y en aura plus qu'un seul qui continuera à parler de cinéma, ce sera moi. Même Samir, il partira. Il a dit qu'en 2026, il partirait. Donc, entre les gens qui font des burn-out, les gens qui vont changer de métier, qui feront plus YouTube, les tocards qui se sont brûlés tout seuls avec l'algorithme de YouTube, il y aura certaines personnes qui auront refusé tout ça en un bloc, qui continueront à faire front comme des sauvages. Et je pense que je fais partie de cette catégorie, en espérant un moment voir en fait la lumière au bout du tunnel. Mais la lumière, dans un sens, au bout du tunnel, je l'ai déjà un petit peu perçue, parce que j'ai rencontré quand même individuellement. Je ne suis pas une chaîne qui s'est adressée à la masse, mais individuellement, j'ai rencontré des gens formidables. Et j'espère que je continuerai à rencontrer ces gens, et à dialoguer avec eux. Au-delà de simplement les FAQ. C'est en cela que, vraiment, j'insiste, le Discord, moi, c'est un outil que je trouve génial. La parole se libère tellement, si tu crées un environnement où les gens se sentent bien pour le partage et pour le vocal, c'est quelque chose de formidable. Vraiment, hein. Je vous remercie le temps que vous me donnez pour m'écouter, et pour le soutien, pour les commentaires, les retours que vous faites sur ce que je dis, sur des fois les débats que j'ai avec d'autres personnes, il y en aura. Il y a des choses qui vont se faire. Ne vous attendez pas à un rythme plus soutenu forcément de ma part, hein, mais vous aurez des vidéos dans l'année, ça c'est sûr. La chaîne ne ferme pas. C'est juste que voilà, le temps est plus long, mais je suis toujours visible, je suis toujours là sur Discord. Ça, sachez-le. S'il y en a qui me manquent, je leur manque, allez, venez sur Discord, ou rejoignez-moi sur X. C'est bizarre de dire X, mais c'est le cas. Rejoignez-moi sur X. Moi, je partage beaucoup de choses sur X. Que ce soit des screenshots avec des petites phrases. Là, j'ai récemment partagé plusieurs screenshots avec les phrases de Guerre et Paix, donc le film russe de Bondarchuk. Et sur Discord, il y a plein de trucs qui sont dits. Il y a des gens formidables sur mon Discord. Et très spécialisés pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre. Quant à moi, eh bien, je vous remercie pour m'avoir suivi sur cette longue FAQ, dernière partie. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, une bonne année 2024, encore une fois. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.